Bonjour à tous et bienvenue dans le Lambda Lab. Aujourd'hui, on va se poser comme question, est-ce que le café grand-mère est-il radioactif en plus d'être dégueulasse? Mais avant de se demander si le café est-il radioactif, on va d'abord dire ce que c'est la radioactivité et ce que sont les atomes radioactifs. Bon, tout d'abord, c'est pas quelque chose de très extraordinaire, on le trouve très souvent. Et de plus, c'est pas vraiment des atomes radioactifs, ce sont plutôt des noyaux radioactifs, vu que ça va être le noyau de l'atome qui va faire une réaction. En fait, un noyau est dit radioactif quand il émet une particule pour arriver d'un état plus stable, et on mesure son nombre de réactions avec le Becquerel qui est simplement le nombre de désintégrations par seconde. Alors ok, on a des noyaux radioactifs, mais pourquoi ils le sont? J'en avais déjà parlé, mais les noyaux sont tenus par l'interaction forte, et elles fonctionnent surtout avec des paires protons-neutrons, ce qui fait que s'il y a trop de neutrons ou de protons, le noyau ne peut pas être bien maintenu par cette force, et donc il va avoir une désintégration ou donc une émission de particules qui auront une énergie cinétique. Et du coup, vous demandez d'où vient cette énergie. Et c'est là où on va parler de cette fameuse équation E égale mc2, ou plutôt de son équivalent, m est égal à E sur c au carré. La masse est égale à l'énergie divisée par la vitesse de la lumière au carré. Cette équation en fait, nous indique que la masse est une propriété de l'énergie, ou pour faire simple, que quand de l'énergie est condensée dans un volume, elle peut être mesurée comme une masse. Ce qui fait que pour un proton ou un neutron, l'énergie créée par l'interaction forte entre les particules et aussi le mouvement de ces particules est vue de l'extérieur comme une masse qui fait 98% de la masse de la particule. Et la masse des quarks seule représente que 2% de la masse du proton ou du neutron. Et comme j'ai dit, l'interaction forte va avoir un rôle important dans la stabilité du noyau. Ce qui se passe, c'est que ces particules, pour rester stables ensemble, vont se transférer de l'énergie, ce qui fait que l'énergie moyenne de toutes ces particules va baisser, rendant le tout beaucoup plus stable. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'énergie de ces nucléons, le terme qu'on utilise pour protons et neutrons, cette énergie-là, en fait, pour nous, c'est la masse. Et du coup, on voit que la masse de ces particules diminue. Cette perte de masse par nucléon, on la considère comme l'énergie de liaison dans le noyau. Et donc si on a trop de neutrons, trop de protons, vu que les interactions sont moins bonnes, il y a moins de perte de masse, du coup le noyau va faire des émissions pour trouver un état plus stable. Alors, maintenant, on sait pourquoi ils émettent des choses. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'ils émettent quelque chose? Quand est-ce qu'ils vont faire une désintégration? Eh ben, oui et non. Non, parce que si vous observez un noyau radioactif, vous ne pourrez jamais savoir quand est-ce qu'il va faire sa désintégration. Alors, ça ne vient pas du chapeau, ça vient de la physique quantique. En fait, sa probabilité de désintégration va augmenter au fil du temps, mais vous n'aurez jamais un temps donné où vous êtes sûr et certain qu'il va faire sa désintégration. Par contre, à une échelle macroscopique, quand vous observez un groupe de noyaux, là vous pouvez savoir comment ce groupe de noyaux va se comporter. Pour faire simple, on connaît une valeur qui s'appelle le temps de demi-vie d'un noyau. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un groupe de 100 noyaux à t égale à 0, j'aurai 50 noyaux, ou la moitié de mon groupe, qui auront émis des particules après un temps égal à mon temps de demi-vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de demi-vie, car on perd la moitié du nombre de noyaux après cette période. Mais il n'y a pas que cela. Reprenons notre cas avec 100 noyaux et disons qu'on a une demi-vie de 1 seconde. Le groupe de noyaux ou la source, au départ, aura une activité de 50 becquerels, c'est-à-dire elle aura fait 50 désintégrations par seconde. La seconde suivante, il n'y aura que 25 noyaux qui auront fait une désintégration vu qu'au départ de la seconde, il y avait 50 noyaux. Donc l'activité de la source a descendu à 25 becquerels et ainsi de suite. L'activité de la source décroît avec le temps. On appelle ce phénomène la décroissance radioactive. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fout des déchets nucléaires dans des fûts et qu'on ne fait rien avec, car il n'y a que le temps en gros qui permet de faire descendre l'activité. Mais ça émet quoi en fait? Eh bien on a trois types principaux de produits émis par une désintégration. Particules alpha, bêta et gamma. Commençons avec la particule alpha. En fait c'est un noyau d'hélium 4, donc 2 protons et 2 neutrons, ce qui fait que la désintégration alpha, c'est assez simple à décrire. C'est ce groupe de particules qui se barre du noyau. Ensuite, on a les particules bêta, plutôt bêta- et bêta+. La désintégration bêta- permet de faire changer un neutron en proton et inversement pour la bêta+. Pour faire cette transformation, des particules sont émises. En gros, pour la réaction bêta-, c'est un électron qui est émis
Et pour les β+, c'est des positrons qui sont l'équivalent antimatière de l'électron. Je vous expliquerai un jour ce que c'est l'antimatière si ça vous tente. Et enfin, les particules gamma. Ça, c'est juste de la lumière. Mais de la lumière très énergétique que l'on ne voit pas. En fait, les émissions gamma, elles ne changent pas en soi le noyau. Il restera le même nombre de protons et de neutrons. Il va permettre de désexciter le noyau. En effet, le noyau peut stocker de l'énergie, surtout après une désintégration. Et pour la perdre, il va donc émettre ses photons. Et est-ce que c'est dangereux? En soi, non, parce que c'est un phénomène naturel et bien plus fréquent que ce que les gens pensent. Donc oui, il y a des éléments qui sont plus radioactifs que d'autres, comme la banane, le café, le thé, qui ont plus d'éléments radioactifs que d'autres, et pourtant on les consomme. Et bon, si aujourd'hui l'espèce humaine est en vie y ressemble à quelque chose, ça veut dire que la radioactivité naturelle ne fait pas trop de dégâts. En fait, ce qu'il faut comprendre avec la radioactivité, c'est que c'est pas forcément quelque chose de dangereux. D'ailleurs, la radioactivité est utilisée dans le médical. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire un peu plus d'analyse pour comprendre la dangerosité d'un élément radioactif. En nucléaire, on ne s'intéresse pas juste au nombre de désintégrations d'un noyau, on va plutôt s'intéresser à la dose déposée par une source radioactive. Pour savoir ce que c'est la dose déposée par un élément radioactif, vous verrez ça à la question prochaine. C'était le Lambda Lab, et à la question prochaine.